Bonjour, je suis Fanny Blaise, je suis consultante en dynamique rurale. Et oui, la ruralité, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a beaucoup de travail. Et oui, en termes d'aménagement du paysage et pour assurer une harmonie au sein du territoire. Et oui, avec actuellement beaucoup de politiques de dortoirisation, c'est-à-dire faire que du pavillonnaire à la campagne, eh bien, ça manque un petit peu de vie. Et bien, maintenant, le ESDRIF 2040, en Ile-de-France, vient de passer en Conseil d'État en ce début 2025. Et maintenant, la loi ZAN, même si elle a été votée, voire même bientôt si elle est abrogée, sera quand même effective via ce nouveau schéma directeur. La loi ZAN, elle porte un peu mal son nom. Oui, il y a une tournure un peu écologique, autoritaire, zéro artificialisation nette. Mais non, 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 ce n'est pas ce qu'on veut. La loi ZAN, elle permet aussi de ralentir un peu les projets d'aménagement, de un peu mieux réfléchir à ce qu'on va faire des terrains, par exemple en zone rurale. Il ne faut pas que faire du logement, il faut aussi accompagner les personnes pour des activités, leur offrir des emplois à proximité, parce que quand même faire des bouchons ou s'entasser dans les transports pendant au moins 1 heure tous les jours, c'est pas très agréable. La vie à la campagne entre les gens est un peu plus tendue avec cette fatigue-là, le fait que les gens n'ont pas le temps de se croiser via des bourgs animés, notamment à la campagne, c'est la culture qu'on a l'habitude d'avoir ici, notamment avec Saint-Cybourg. Vous pouvez le voir, les Vignes ici, et aussi un autre centre, un bourg urbain à Meurmulsien. D'ailleurs, là-bas, on reproche que ce soit un petit peu trop dortoir et que les commerces et les fermes soient oubliés, mais bon, on va essayer d'y remédier ça. Et oui, la dynamique rurale, c'est plein de problèmes actuellement, avec la diagonale du vide qui commence à s'étendre, la loi ZAN aussi qui pose problème aux élus parce qu'on ne peut plus construire d'un côté, et de l'autre, il faut redynamiser les communes. D'ailleurs, le ESDRIF 2040 demande de redévelopper le polycentrisme. Et oui, c'est dans le cadre de redynamiser les centres urbains, les bourgs en milieu rural notamment. On observe aussi que justement ces centres urbains sont abandonnés. Donc, ces vieux centres-villes comptent de plus en plus de commerces qui sont inoccupés, mais également des logements. La loi ZAN impose des critères et des travaux avant tout projet d'aménagement afin de mieux analyser le terrain, les besoins autour et comment le projet d'aménagement s'harmonise dans le paysage. Par exemple, ce qu'on peut remarquer dans le coin ici, ou même ailleurs, c'est qu'on peut voir des gros blocs commerciaux ou de lotissement qui sont en périphérie d'un bourg. On voit l'église du village et à côté un bloc blanc qui ressort. Du coup, la vieille ville un peu plus, la couleur un peu plus terne ressort beaucoup moins. L'œil est attiré par ce bloc blanc qui s'incorpore dans le paysage. Du coup, nous ne distinguons plus très bien les éléments en arrière-plan, c'est ça qu'on voit en premier. Également, l'aménagement est trop en gros blocs de lotissement où les populations ne se mélangent plus avec les commerçants, les activités, les lieux de repos. C'est métro, boulot, dodo, malheureusement. Les gens ne se connaissent plus. Le fait que le travail est aussi encore plus éloigné, le fait que le travail n'est plus dans les centres urbains à proximité du travail, fait que les personnes ne se croisent plus en marchant, mais en voiture, à l'intérieur de leur véhicule. Forcément, on ne peut pas échanger, mis à part s'insulter sur la route. C'est un peu dommage. L'idée de la loi ZAN, via le nouveau SDRIF qui demande ce polycentrisme, c'est bien plus d'harmonisation du territoire entre le travail, les lieux de repos, la nature et l'habitation. N'hésitez pas à participer aux plans locaux d'urbanisme lorsqu'ils font l'objet d'une enquête publique à l'occasion de leur révision. C'est important de recueillir le maximum d'informations, par exemple
rechercher aussi dans les chambres de commerce les personnes qui cherchent à reprendre une activité ou à se lancer et évaluer les besoins en locaux commerciaux libres. C'est aussi une occasion pour avoir déjà la clientèle en plein centre-ville plutôt que d'être en zone éloignée à la périphérie, cachée en lisière des champs et des forêts. Ça évite ce que les gens soient obligés de prendre la voiture pour faire les courses, aller voir le commerçant, le restaurant. Parce qu'en fait, il y a des gens qui préfèrent aussi faire l'économie d'une voiture, hein, parce que ça coûte un peu cher maintenant. Hein. Et puis c'est plus agréable quand tout est à proximité. Également, lors des enquêtes publiques des plans locaux d'urbanisme, faites très attention aux zones naturelles qui sont vouées à être transformées en zones de loisirs. Un espace vert naturel risque d'être tondu, coupe rase tous les mois, avec le défrichement de quelques arbres. Et après 10 ans, lorsqu'il y a un nouveau PLU, et bien là, on dit ah mais non mais c'est plus naturel, hein, c'est juste de l'herbe. On va construire dessus, hein, il n'y a pas beaucoup d'intérêt écologique, hein. Et puis de toute façon il n'y a personne qui vient dessus, parce que bien sûr ils font exprès aussi de ne pas aménager pour que ce ne soit pas attractif. Et bien c'est là que c'est fichu, hein, le terrain de football ou la pelouse verte ou faire des pique-niques. Eh bien, se transforme en zone résidentielle ou zone commerciale de manière homogène. En plus, ils ne mélangent même pas commerce et logement à la fois. Hein. C'est toujours un gros bloc. Donc, faites bien attention au devenir des zones à vocation de loisirs lorsqu'elles sont classées comme ça, parce que c'est un moyen de transitionner et de densifier progressivement. Pour éviter cela, lorsqu'une zone de loisirs est classée ainsi, il faut surtout installer plein d'éléments naturels, des arbres, des fleurs pour qu'il y ait un intérêt écologique et que ce ne soit pas complètement assez plat, homogène, sans vie, parce que là c'est sûr, ce sera assez facile pour rendre cette zone inutile et non profitable et ensuite construire dessus. Le plan local d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme qui, à l'échelle d'une commune ou bien d'une communauté de communes, est un projet global d'aménagement d'urbanisme et fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. C'est à cette occasion que, par exemple, un terrain naturel ou de loisir peut se transformer en zone à urbaniser et que là, les autorisations de construction peuvent se faire à l'issue d'une enquête publique. Ces documents sont consultables en mairie et lors de les enquêtes surtout, et bien sûr sur internet ou à la demande du service urbanisme si ces informations ne sont pas disponibles. C'est important de lire ces gros blocs d'informations avec plusieurs personnes qui ont des compétences différentes afin d'avoir différentes lectures et bénéficier d'une intelligence collective pour réfléchir correctement à l'utilisation du territoire et en fonction aussi des aspirations de chacun. Bien souvent, beaucoup de modifications sont dissimulées sous cette masse d'informations, donc il faut faire très attention à la lecture, parce que parfois des personnes peuvent ne plus comprendre pourquoi des autorisations d'aménagement sont possibles sur des terrains qui pourtant, eux, ont une valeur pour les habitants. Donc ne pas hésiter à participer aux enquêtes publiques si possible. Cependant, dans l'aménagement du territoire, il faut faire des prévisions. Lorsque nous consultons l'INSEE, un ménage moyen français est constitué de 2,2 personnes seulement et d'1,87 enfants par femme. C'est très faible, c'est un taux qui ne permet pas de renouveler la population. Et donc du coup, dans les prévisions démographiques, dans une génération, nous ne sommes pas sûrs d'avoir plus de personnes à loger, d'où le fait d'arrêter de construire, voire même, on ne va pas arrêter, mais diminuer, parce que sinon ça va être faire de plus en plus de logements trop grands, 4-5 pièces, qui ne seront pas vendables sur le marché et ça va faire une baisse de valeur, et puis aussi beaucoup de logements vont être abandonnés, tombés en ruine.
Ce n'est pas ce que nous voulons, ce serait dommage d'avoir encore une fois des villages de plus en plus abandonnés qui ont été construits il y a quelques générations. Actuellement, la dynamique, c'est que les centres urbains sont trop souvent abandonnés au bénéfice des périphéries. C'est un peu ridicule parce que les bourgs urbains sont des endroits très dynamiques où tout le monde peut se rencontrer, travailleurs, les personnes qui ont envie de se reposer ou sinon les habitants, plutôt que chaque personne vive alignée dans un logement, dans une zone où personne ne se croise, n'a envie de boire un café à côté ou bien sinon faire les courses ensemble. C'est dommage. Donc l'idée, c'est que lorsque les élus prévoient des plans locaux d'urbanisme, n'hésitez pas à consulter les enquêtes publiques et à y participer. Il faut aussi incorporer dans ces enquêtes le taux d'occupation des logements actuels et ainsi prévoir à l'avenir, par exemple, si ce sont des personnes âgées dans des grands pavillons, prévoir justement l'occupation future, par exemple voir si ces aménagements sont réhabilitables. Est-ce qu'il faut les diviser surtout? Parce que parfois quand on divise, c'est bon, ça permet de créer de l'espace en fonction justement de cette taille des ménages actuels, qui ont besoin peut-être que de 2-3 pièces plutôt que 5 ou 6. Mais attention aussi à l'espace autour du logement après l'emprise au sol. Parce qu'il faut aussi qu'autour du logement, les personnes aient de l'espace, notamment aussi pour les voitures, pour éviter que un logement divisé en on va dire 3 appartements, le stockage des voitures dépasse dans la rue et que ça encombre partout, parce qu'il ne faut pas oublier que si en milieu rural, on a quand même besoin de la voiture, un minimum bien sûr, sans en abuser. Rénover l'ancien, c'est plus cher que le neuf. Ah bah là, avec la crise, là, si on doit acheter dans le vieux et tout réparer, là, ça va faire une grosse somme. Ah mais non, c'est une idée reçue. L'ancien est beaucoup moins cher que le neuf parce que le prix se place mieux, parce que la pierre est intemporelle, surtout dans les vieux villages. Il y a intérêt à ce que les logements restent anciens plutôt que de construire du neuf au milieu de l'ancien. Notamment le prix des matériaux dans le neuf, non seulement c'est cher, mais en plus ça se dégrade plus vite au fil du temps, du coup le logement perd beaucoup de valeur, alors que dans l'ancien, la pierre est déjà très isolante. Par exemple, on peut très bien changer les ouvertures, corriger les petits défauts et bien sûr embellir l'entrée, la façade. Et après, rien qu'une petite retouche, il crée une grande valeur au logement. Notamment à l'ancien, c'est vraiment très intemporel, notamment quand il y a des monuments classés. C'est un peu ridicule de vouloir absolument faire du neuf parce que c'est soi-disant plus récent, donc ça tiendra plus longtemps. Non. Bien souvent, on observe dans le neuf, au bout de 5 ans, que la matière se dégrade et qu'il faut repasser par-dessus et que ça coûte bien plus cher à long terme que l'ancien. Donc on arrête avec cette idée reçue, surtout à la vente de l'ancien. Il faut bien analyser les travaux à faire pour que tout cela soit transparent et que la vente se passe dans de bonnes conditions. La sobriété frontière, c'est être écologieux. D'ailleurs, le village de Crouy-sur-Ourcq a été construit à partir des ruines du château de Gesvres-le-Duc. Et oui, il y a aussi une économie circulaire de la pierre. C'est d'ailleurs des matériaux maintenant qui sont de plus en plus chers dans le bâtiment et réutilisés à partir du bâti ancien inutilisable, c'est un très bon placement à long terme. D'ailleurs, dans des villages, on peut trouver comme celui-ci un local qui sont abandonnés mais réutilisables, rien qu'en changeant les ouvertures ou en créant de nouvelles, comme ce local qui était juste pour stocker. On peut ainsi faire un logement pour un individu célibataire, jeune, et le prix est très accessible et placé à long terme. Placer son investissement aujourd'hui dans le logement neuf, c'est une valeur moins sûre parce qu'on peut constater qu'au bout de
5 ans, la valeur diminue en raison d'une dégradation plus rapide, mais aussi un entretien plus cher et moins sûr à long terme. Donc attention, ayez l'œil quand vous achetez, surtout dans le neuf, mais aussi dans l'ancien, pour repérer les potentialités de réutilisation de votre habitat. En ce qui concerne les conséquences des aménagements sur la circulation des piétons et des voitures, la ruralité ne doit pas rimer avec être véhiculée. Le maintien de la vie économique et sociale dans le village, c'est favoriser l'occasion de se croiser en marchant dans les rues, en redessinant des balades par l'ouverture de l'espace aux piétons. Redonner la priorité aux piétons, c'est circuler et se rencontrer plus facilement sans être obstrué par la masse de véhicules pour profiter du cadre de vie. C'est favoriser à la fois la circulation des personnes âgées et à mobilité réduite. Bon bah trop tard, hein, tu peux plus passer pour aller à l'épicerie, c'est dommage. Ah bah, on va devoir faire le tour. C'est chiant, c'est frustrant. Réservez plutôt les parkings aux visiteurs qui souhaitent utiliser les commerces par des zones bleues. Ce n'est pas aider les commerces si les parkings publics sont saturés par les véhicules des habitants. En effet, les visiteurs ne souhaitent pas mettre du temps à trouver une place juste pour une petite provision. Les voitures qui traversent le village sur leur route auront moins envie de s'arrêter et se mêler à la population. Si les piétons sont cachés par trop de voitures, on ne voit pas la vie derrière toute cette masse de ferraille. L'idée est de ne pas donner la vision qu'il y a plus de voitures que d'humains et d'habitants dans le paysage. On peut aussi observer lorsque l'espace est aménagé pour accueillir de nouveaux habitants, par exemple un nouveau bâtiment, ou bien sinon lorsqu'un bâtiment est réaménagé pour de nouveaux logements, qu'il n'y a pas de place prévue pour les véhicules sur la parcelle concernée et que ces véhicules vont être obligés de stationner dans la rue. Mais justement, il faut faire attention à ces points-là parce que ça peut être de futurs problèmes pour partager l'espace dans le futur et pour les habitants qui risquent de ne plus savoir où mettre leur véhicule. Et le souci, c'est que maintenant, il y a l'emprise au sol qui a changé. Il faut laisser plus de place aux espaces verts, mais après là, c'est le compromis entre laisser de l'espace aux véhicules et laisser des espaces verts. Donc là, il y a tout un travail de réflexion, notamment à l'occasion des plans d'aménagement, mais aussi lorsque des permis sont déposés, eh bien, les élus doivent faire attention à ce détail-là. Pourquoi sa PME-PMI en centre-ville plutôt que dans les zones d'activité ? Une vitrine de votre entreprise en ville, c'est plus visible que mis de côté dans une zone d'activité en périphérie des villes. Vous serez mis de côté dans cette zone d'activité. Les autres activités disponibles à proximité en centre-ville pour vous, vos salariés, vos clients, vos collaborateurs, c'est plus pratique, vivant et agréable au quotidien. Café, supérette, si vous avez oublié quelque chose, banque ou promenade pour se détendre. Actuellement, les centres urbains, notamment en milieu rural, se dévitalisent au profit des périphéries. Avant de choisir des aménagements neufs, ne pas négliger les places disponibles dans les centres. C'est en faveur de la sobriété foncière et de votre budget car les prix sont moins chers même en rénovant. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter ma vidéo sur la géomorphologie des vallées. Et oui, parce qu'il y a aussi d'autres dangers quand on construit n'importe comment. C'est le risque qu'il y a des coulées de boue, des inondations. Donc n'hésitez pas à la consulter. Également, je vous invite à lire les livres Le cauchemar pavillonnaire de Jean-Luc Desbris et Les espaces ruraux en France de Arnaud Collin. Et oui, ça a été écrit dans les années 70 et pourtant le problème était déjà prévu avec la désertification et des zones rurales et la diagonale du vide, alors que les solutions étaient déjà énoncées par ces professionnels. N'hésitez pas à les lire pour vous accompagner et vous remettre en question la nouvelle vision que l'on doit avoir sur l'aménagement, le concept du pavillon individuel
ainsi que des zones commerciales en bloc, eh bien, ce n'est plus valable aujourd'hui et qu'il faut faire un peu comme le modèle français ancien, c'est-à-dire redynamiser les bourgs au centre de ville. La loi ZAN, ce n'est surtout pas pour vous embêter, mais pour repenser l'aménagement de l'espace urbain mais aussi rural. C'est pas vous faire un cadeau de densifier, de mettre des logements ou des entreprises alignés les uns sur les autres. Lorsqu'on densifie l'espace avec la hausse des prix des matériaux, du logement pour optimiser l'espace mais aussi protéger les espaces verts, eh bien les élus, lorsque vous faites cela, c'est aussi accroître les conflits de voisinage lorsque tout le monde est les uns sur les autres. Donc ce n'est pas vraiment vous aider, non plus aussi lorsqu'on ne développe pas l'harmonie du village, les gens ne se connaissent pas, il n'y a pas de dialogue et donc c'est très tendu, vous devez régler les problèmes individuels de chacun plutôt que de facilement se concerter, favoriser la rencontre même lorsqu'il y a des événements et que c'est positif pour réalimenter cette harmonie sociale. Donc surtout n'hésitez pas à bien réfléchir avant de construire et réfléchir surtout aux conséquences face au déplacement des populations, où est-ce qu'ils vont travailler, où est-ce que les gens vont se croiser, est-ce qu'ils pourront se croiser facilement dans la rue ou ce sera seulement en voiture sans avoir l'occasion d'échanger un regard. Donc n'hésitez pas aussi à nous consulter pour développer des outils de concertation et s'entendre ensemble. Voilà, ici je souhaite faire en sorte que Crouy-sur-Ourcq reste un petit grand village. Il ne suffit pas de construire plus pour rendre le village dynamique, mais de réhabiliter l'espace et de le réorganiser. Ici, je souhaite que la commune de Crouy-sur-Ourcq soit un exemple et que c'est possible d'être moins de 2000 habitants et rester vivant. Moins de 2000 habitants pour bien sûr préserver la qualité de village et bien donc du régime juridique de la ruralité. Donc plein de vertus aussi pour les droits des agriculteurs et travailler tous ensemble, agriculture, entreprises, habitants et associations. N'hésitez pas à me contacter à fanny.blaise@live.fr ou me contacter par téléphone au 06 37 77 22 40. À bientôt!